Bonjour, merci de votre fidélité aux balades de Goûter Voir. Je vous invite aujourd'hui à me suivre dans le sud de la Drôme, sur le territoire des Baronnies, où sont implantés depuis près de 2000 ans des oliviers. Partons sur la route des olives, mais pas n'importe quelles olives. Les Tanches, bénéficiant d'une AOP, olive de Nyons. Allez, on y va? C'est parti! Au pied des collines de la Drôme provençale pousse depuis la nuit des temps un arbre symbole d'immortalité, de force, d'espérance et de paix. Cet arbre, c'est l'olivier, père nourricier de la célèbre olive de Nyons, la Tanche. Une olive forte en caractère et en goût que l'on récolte chaque hiver de décembre à janvier. Sur les hauteurs de Buis-les-Baronnies, Nicolas perpétue une tradition d'oléiculture entamée il y a 6 générations. Cette année, il réserve sa récolte d'olives noires principalement à la consommation dite de bouche ou de table. L'oléiculteur possède un domaine important et adapte ses techniques de ramassage à chaque verger. Ici, les arbres sont assez bas pour une cueillette à la main. Et bonjour. Coucou, alors ça se passe bien? Ouais, y en a Trouvez pas mal. votre vie, ouais. Elles sont pas pourries? Une technique simple transmise par Huguette, la doyenne des ramasseuses. Il faut traire la branche. Voilà. Il faut traire la branche et en général, les feuilles viennent pas, ou très peu, quoi. Ça dépend des années. Huguette a travaillé toute sa vie dans les vergers. Une génération qui a largement milité pour l'obtention d'une AOP. Depuis, la Tanche est devenue la véritable olive noire de Nyons. Mais tu veux ramasser avec nous, toi? Oui. Ainsi, depuis 1994, cette olive se distingue clairement de ses voisines du Gard et du reste de la vallée du Rhône par sa typicité. Sur l'AOP, on a vraiment, déjà, il faut qu'elle soit bien noire et qu'elle soit bleutée et bien ridée. Voilà, c'est les premiers froids, les premières gelées qui ont fait ça. Il faut -4, -3, pas plus, parce qu'après, l'olive devient marron, elle est bouillie et là, elle est plus consommable. On ne peut plus la travailler ni en huile ni en olive de table. À 17 ans, Nicolas s'est lancé dans la production d'olives avec son père. Oh, on avance bien. Ah ouais, là, on avance. Aujourd'hui, sa fille Juliette, âgée de 6 ans, semble prête à recevoir ce beau patrimoine. Oui, mais Ah tiens, regarde qui y a. Pépé, Et ouais. Coucou. Et bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour chérie. Alors tu ramasses les olives avec ton papa? oui. Ben, c'est bien ça. Alors ça va? Ça va quand mon gars? Ouais. Bon, eh ben la récolte c'est pas mauvaise quand même. Ouais, c'est joli. Oui, oui. On a notre Juliette qui cueille bien. Ben, c'est parfait ça. Quand on est agriculteur, eh ben, qu'on a une exploitation, on souhaite qu'il y ait une suite, quoi. Et là, je suis très heureux que mon fils ait pris la suite. Et puis, je vois qu'il y a la petite fille qui s'intéresse bien à tout aussi. Ça fait plaisir, quoi. Voilà. C'est un métier qui est passionnant parce que déjà, on voit directement le fruit de notre travail. Donc, c'est agréable de ce point de vue. De plus en plus, on essaie d'avoir un lien avec le consommateur. Et puis, c'est vrai que d'avoir toute cette histoire, cet historique derrière, c'est quand même valorisant, quoi. C'est les choses qu'on met en avant quand on vend le produit, parce que derrière tout ça, il y a une histoire, il y a du concret, il y a du vécu. Et puis, c'est quand même important, je pense, de reposer sur tout ce socle. Voilà, ce qui nous permet d'avancer, savoir où on va. Et voilà, et puis on prépare aussi le terrain pour la génération future, quoi. J'espère reprendra le flambeau. Et qui a beaucoup de caractère. Avec joie, j'accepte de faire partie de la confrérie des Chevaliers de l'Olivier. Je promets, par mes paroles, mes écrits, mes actes, de défendre l'olivier et toutes les vraies richesses matérielles et spirituelles qu'il nous apporte.
C'est ainsi que Christian Bartheil, grand maître de la confrérie des Chevaliers de l'Olivier, a porté serment pour défendre l'arbre qui nourrit les Dromois depuis l'Antiquité. L'olivier était déjà présent chez nous à l'état sauvage. Ce sont ce qu'on appelle des oléastres, ce sont des petits arbres. Et les contemporains de ces époques-là ne savaient pas qu'on pouvait faire fructifier ces arbres et on pouvait donc, à travers les fruits de ces arbres, en extraire de l'huile et se nourrir également des olives. Nos amis phocéens arrivent à Marseille et petit à petit, donc, ils vont créer des comptoirs dans la vallée du Rhône. Ils vont remonter la vallée du Rhône, donc ils vont leur apprendre à faire fructifier ces arbres, à les amender, à les greffer éventuellement avec des variétés qu'eux-mêmes avaient amenées. Et ils vont surtout leur amener les techniques de désamérisation et les techniques de trituration pour extraire l'huile des fruits. Ils sont arrivés à désamériser les olives en les mettant dans de l'eau de mer. Le sel lui-même absorbait l'amertume et donc les fruits ensuite étaient consommables. Mais aussi, à partir de ces olives, on va extraire de l'huile. Et pendant de nombreux siècles, cette huile a servi à différentes choses. D'abord, huile, nourriture pour se nourrir, pour faire des cuissons, huile pour s'éclairer, pour y voir. Donc nous avons déjà la présence de lampes gallo-romaines. La l'électricité est arrivée chez nous à certains endroits dans nos campagnes après la Deuxième Guerre mondiale, il ne faut pas l'oublier. Pour penser aux gallo-romains qui se frottaient avec de l'huile avant d'aller combattre. Et de nos jours encore, à partir de l'huile d'olive, on fait des cosmétiques, on fait des savons qui sont renommé pour la santé. Voilà. L'olivier et son huile aux 1000 vertus, mais aussi l'olivier qui résiste aux froids incroyables de l'hiver 1956. Un arbre de tous les chaos et de toutes les renaissances dont les pousses discrètes donnent toujours raison aux forces de la vie. L'olivier donc est rattaché, si vous voulez, déjà à la colombe qui a annoncé à Noé que après le déluge, la vie était revenue sur terre. Ça veut dire donc ça a été le premier signe, donc ça a été l'olivier, le renouveau de la vie sur terre, c'est l'olivier, donc c'est un signe important. Après l'incendie de l'acropole, quelques temps après, il y a eu une coudée de branches d'olivier qui ont poussé sur ce tronc qui était calciné. Donc c'était le renouveau. Donc c'est vraiment l'immortalité de l'arbre, le symbole de l'immortalité de l'arbre. Et ce symbole, on le retrouve dans la réalité des choses, puisque après le grand gel de 56, on est parti de ces rejets, de ces petits rejets qui ont poussé au pied de la batte pour créer des nouveaux arbres, pour élever des nouveaux arbres. Ça c'est un exemple. Là, je suis assis sur le tronc gelé, et ici, c'est un arbre né de 1956. Retour dans le verger de Nicolas après la récolte. Et maintenant, on va les amener chez Guillaume. À quelle heure c'est rendez-vous? Oh bah là, avant 6 h. Ah d'accord. Alors là, on va les calibrer, ça va être de l'olive de bouche. Là, c'est de la jolie, donc principalement, on va les mettre en saumure. Et puis les plus petites vont repartir en moulin pour faire de l'huile. À ce stade, les olives sont mûres, mais ne peuvent pas se déguster en raison de leur forte amertume. Direction la confiserie toute proche, où Guillaume, le confiseur, va les prendre en charge jusqu'à la commercialisation. Ça nous fait voir un peu la finalité du produit. Lui, il est à côté. Je vois un peu comment les olives, au fur et à mesure du temps, s'affinent. On peut les goûter. Il y a un échange. Donc c'est le côté sympa du métier, c'est qu'on est quand même toujours à proximité du produit. À partir de ce soir, les olives de Nicolas entament un parcours de 8 mois avant de pouvoir être consommées. La mission du confiseur est alors simple, préparer ce fruit chaque jour durant à devenir peu à peu l'un des fleurons de la gastronomie dromoise, voire française. Premier contrôle de qualité, passer les olives dans cette machine qui trie par calibre. Une façon de sélectionner les plus petites tanches destinées à l'huile d'olive, de celles qui poursuivront leur route dans la confiserie pour devenir de succulentes olives de table. Les industriels vont plutôt préférer des calibres plus petits, genre du 14-15, alors que les gens qui vendent sur les marchés vont préférer des gros calibres. Il n'y a pas réellement de différence au niveau du goût, donc vraiment en sélectionnant les plus gros produits.
indirectement, on assure aussi la renommée de l'olive de Nyons qui aujourd'hui, sur l'olive de table, est certainement l'une des plus connues, que ce soit en France, même j'allais dire reconnue au niveau international pour sa qualité. Et on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi sur ce type de produit-là, quoi. Tu vois, il y a un côté bleuté sur l'olive. Et ça, c'est magnifique, ça, c'est du super beau produit. C'est ce qui se fait de mieux, quoi. Donc c'est super joli. Vient ensuite l'indispensable étape de la mise en bain, utile pour la conservation, mais pas seulement. Donc là, en fait, on va mettre les olives en saumure. Donc c'est simplement de l'eau et du sel. On va les laisser à minima 6 mois pour vraiment qu'on ait beaucoup moins d'amertume, qu'on ait une olive qui soit douce. Et pour les amateurs les plus éclairés, Guillaume concocte une cuvée spéciale, désamérisée à la main, grâce à cette piqueuse, comme le veut la tradition drômoise. On les pique et ensuite on va leur rajouter un petit peu de sel qu'on va mettre dessus pour bien enlever l'amertume. Et on refait l'opération plusieurs fois. Ça doit être 5% de notre production, donc c'est vraiment, j'allais dire presque anecdotique par rapport au volume qu'on fait. Mais on veut rester dans cette tradition, de garder cette tradition locale de l'olive piquée, qui va vraiment se retrouver que sur Nyons et les Baronnies. En général, les gens ont hâte d'une chose, c'est manger cette olive piquée, quoi. Vient enfin la récompense pour Nicolas comme pour Guillaume, la dégustation des tanches sorties de leur bain de saumure près d'1 an après leur récolte. On a vraiment l'impression de manger un bonbon, un peu comme les vins de Bourgogne qui vont vraiment rester longtemps en bouche, un côté soyeux, et c'est vraiment... Là, il n'y a que de l'eau et du sel et des olives, quoi. On est vraiment... Il n'y a aucun conservateur, il n'y a aucun aromate, il n'y a rien. Là, vraiment, on sent vraiment le fruit, quoi. Le lendemain matin, dans un verger à proximité de Nyons, la capitale historique de la Tanche. Julien rejoint son frère Rémi et sa mère Chantal sur l'une des parcelles qui a fait la réputation de la famille d'oléiculteurs depuis 8 générations. Ici, les olives sont principalement destinées à la fabrication de la célèbre huile de Nyons. Une huile AOP issue d'une agriculture entièrement bio, mise au service d'un rapport équilibré à la nature. Donc voilà, le but en fait est d'installer des filets, de couvrir un maximum de surface, afin d'en perdre le moins possible. Parce que la machine va avoir tendance à vibrer les olives assez loin. Donc le fait d'avoir les filets assez larges, on en perd le moins possible. Donc voilà, là on est prêt à démarrer pour vibrer cette première rangée. Une démarche bio qui n'exclut pas l'utilisation de cette puissante vibreuse capable de récolter un volume d'olives important pour faire face à la demande de ce produit d'exception tout en respectant sa fragilité. Comme vous voyez, les olives sont dans les filets, donc en se déplaçant, on va surtout éviter de marcher sur les olives pour garder toute la qualité du fruit et préserver toute sa saveur. Le domaine a été converti en bio en 1990 par notre grand-père. Donc nous, on n'a fait que reprendre la suite de ce qui avait toujours été fait sur le domaine. Voilà. Mais aujourd'hui, le bio reste quand même un choix délibéré quand même de notre part de continuer dans cette optique-là. Ça a un impact réel sur l'équilibre qui existe au sein de nos vergers. Là, vous pouvez voir typiquement ici, ça c'est les sangliers qui sont venus remuer notre terre. Pourquoi? Pour venir chercher la vermine qui est dans le sol. Donc c'est un marqueur pas négligeable qui montre que nos sols sont vivants, totalement vivants et équilibrés. On utilise uniquement des produits naturels, donc des produits issus notamment pour les engrais de fumier de mouton, donc ce qui permet de garder notre équilibre qui existe déjà. On essaie de perpétuer ce que faisaient nos ancêtres de par la culture de l'olivier ancestrale dans la région. Les méthodes, bien évidemment, ont bien évolué depuis quelques décennies, mais le but reste le même. Voilà, toujours une olive de table qui a fait la renommée de notre appellation et une huile d'olive qui aujourd'hui est reconnue à travers la France entière. Une fois récoltées dans les filets, les tanches sont ensuite mises en caisse.
elles rejoindront dès le jour même le moulin qui les transforme en huile. Mais en attendant, c'est l'heure du traditionnel casse-croûte de fin de récolte. Initiée au bio par son père, Chantal fut une pionnière dans le zéro traitement à une époque où peu d'agriculteurs étaient convaincus par la transition écologique. C'est une grande fierté de voir que les enfants continuent ce qui avait été commencé par les générations précédentes. Et voilà, ils font ça avec beaucoup de passion et voilà, c'est bien de voir qu'il y a une continuité. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'exploitations qui disparaissent parce qu'il n'y a pas de suite. Et je trouve voilà, ça formidable que l'exploitation puisse continuer. Même si les pratiques d'oléiculture ont beaucoup évolué ces dernières années, il existe encore, quelque part dans le quartier historique de Nyons, un lieu incroyable, où l'on fabrique un objet longtemps indissociable de l'huile d'olive, le fameux scourtin. L'histoire se passe ici, dans cet atelier, où chaque machine a résisté au temps, sans que la technologie moderne n'ait jamais remplacé ses équipements d'autrefois. Donc j'ai pas la même couleur pour tirer, c'est la dernière bobine. Tu prendras l'autre bobine de là-bas, la grande. Oui. Ça, c'est le véritable scourtin qui servait à l'extraction de l'huile d'olive. On broie les olives, on met la pâte dans ses poches, on les empile et l'huile et l'eau sortent sur les côtés et l'intérieur sert à retenir la pâte. Hein. Et c'est donc mon arrière-grand-père qui a été le premier à imaginer ces machines pour en mécaniser la fabrication. Avant lui, ça se faisait à la main. Et ce qui est important aussi, c'est l'utilisation de la fibre de coco. Il avait vu ça à Marseille dans les cordages de la marine. C'est une matière totalement imputrescible. On peut le laver autant de fois que l'on veut. On va faire un nœud. Voilà, là c'est parfait. Voilà ce qu'on obtient. Donc je vais aller le poser sur ce plateau. Et la fabrication de l'élément qui va s'adapter est en cours sur l'autre machine. Voilà. Aujourd'hui, les scourtins ne servent plus au moulin à huile, mais Frédéric et sa fille Sophie ont su leur donner un second souffle en faisant des objets de décoration très prisés. On est bon là. Dessous. Dessus. Ça, on le met à la fin. On est bon là. Allez, je vais finir là-bas. Je te laisse faire. Merci. Je sens que mes grands-parents me regardent tous les jours faire ce que je fais, répéter les mêmes gestes que mes anciens. Il y a beaucoup de jeunes comme moi qui se relancent dans l'artisanat français. C'est quelque chose de très important. Et là, c'est assez exceptionnel. 5 générations, c'est vrai. Donc le côté familial me touche beaucoup. Voilà, on a fini. Tac, on le démoule, comme on dit. Et voilà. Donc c'est pas fini, il reste la finition maintenant. Fondée en 1882 par Ferdinand Fert, la Scourtinerie est une maison magique, un patrimoine porté par la force des anciens tout en restant tourné vers l'avenir. Dernière entreprise française fabriquant des scourtins, il semblerait que l'histoire puisse continuer encore longtemps. Un petit coup comme ça, on plante et comme ça tout est dissimulé dans le tissage. C'est une immense fierté de pouvoir apprendre à ma fille. En fait, elle a toujours baigné un petit peu dans l'atelier quand elle était enfant. Après l'école, eh bien, elle venait là, elle me faisait des petites finitions. Et du coup, eh bien, c'est un aboutissement, on va dire. Voilà. Ce savoir-faire, c'est bien de le transmettre, sinon ça part aux oubliettes. Hein. Voilà. Alors, tu as fini? Oui, ça y est, ça y est. On a rentré les bouts, on a fini le centre. Voilà. C'est terminé. Il est parfait. Donc ça, c'est un scourtin à poche, 60 cm, qui peut être prêt à l'emploi. Voilà. Pendant ce temps, sur les hauteurs de Nyons, Rémi et Julien ont rejoint le domaine familial avec la récolte de la journée. Destinés à être transformées en huile dans les heures qui viennent, leurs olives doivent d'abord être triées et effeuillées avant de passer au moulin.
Une manipulation qui doit se faire rapidement afin de ne pas altérer le goût de la future huile AOP. On a un délai normalement de 4 jours, voilà. Mais nous par contre on s'inflige un délai de 48 heures de façon à vraiment mener un produit le plus frais possible entre la cueillette et le moment de la transformation, voilà, pour vraiment conserver tous les arômes des olives et éviter qu'elles s'altèrent pendant ces 4 jours. Le risque c'est que les olives vont s'échauffer, elles vont transpirer et elles vont monter en température. Et on va avoir des goûts, notamment des goûts de chaumet, et qui ça peuvent être rédhibitoires au moment de l'agrément de l'huile, parce que ce n'est pas du tout des arômes qui conviennent à l'appellation Nuance. Rémi et Julien ne fabriquent pas eux-mêmes leur huile. En saison, ils se rendent plusieurs fois par semaine au Moulin Richard, une des dernières maisons à produire la véritable huile d'olive de Nyons. Allez les petites olives au moulin. Sur 100 kg d'olives, on retirera environ 25 litres d'huile. Une fois pesées et calibrées, les tanches entament leur circuit de transformation en huile. Elles passent d'abord dans cette première machine pour être rincées et débarrassées de leurs feuilles récalcitrantes. Avec les normes d'hygiène actuelles, plus question de les malaxer sous les anciennes meules des moulins d'antan. Les tanches poursuivent leur chemin dans cette machine dernier cri pour être transformées en une pâte d'olive, puis passent dans une centrifugeuse qui sépare les chairs, les noyaux et l'huile. La dégustation de l'huile d'olive nouvelle. Là, tu vois, elles sont très noires, donc ça fait une huile bien jaune, typique de Nyons. La tanche. Une ardence modérée, comme elle doit avoir. Sachant que là, on a dans le feu du moulin, c'est-à-dire qu'elle est tournée à 8000 tours. On va lui laisser le temps de se reposer un peu et voilà, on aura vraiment le nectar. On va chercher l'atypicité parce que pour qu'elle puisse s'appeler AOP de Nyons, il va falloir qu'elle remplisse des critères organoleptiques. Organoleptique, ça veut dire qu'on va passer devant un jury de dégustateurs qui vont dire oui, on retrouve le goût de l'artichaut, on retrouve le goût propre au terroir de Nyons, et donc ça va permettre de labelliser et de lui donner le titre princier de l'AOP de Nyons. C'est ainsi qu'à Nyons, les tanches passent du moulin à la table, comme ici chez Christophe Mallet. Boris, comment tu vas? Comment vas-tu? Ça va, tranquillement, viens, rentre. Je t'amène la commande. Ah, super. Le cuisinier, chevalier de la confrérie des Oliviers, se fournit le plus souvent dans la ferme toute proche de Boris Bresse. Dans le carton du jeune producteur, de quoi réveiller nos papilles, tapenades, confitures et autres délices d'olives. En cuisine, deux façons d'utiliser les tanches. La version salée avec un carré d'agneau et son tartare d'olive. Dans le tartare, nous avons olive, pignon de pin, échalote et huile d'olive. Surprenant mais tout aussi délicieux, le carpaccio de fruits d'hiver, accompagné de son fondant au chocolat et à l'olive. Une généreuse cuillère de douceur d'olive de Nyons. C'est une confiture d'olive. Une douceur d'olive que le chef intègre directement au mélange œufs, farine et sucre. Vous savez, c'est pour partir sur le principe de la fameuse olive à la tapenade, mais en sucré. C'est juste un mélange de goût, d'amertume, d'acidité. Ce qu'il faut, c'est que ce contraste et ce mélange viennent se marier à l'olive. On a tous ces fruits d'hiver qui ne demandent qu'à s'exprimer. On va y mettre dessus les olives. L'olive a un goût de cacao et de vanille, surtout quand elle est travaillée comme il la travaille là, au naturel. Donc pareil, on va rajouter, pour donner un peu plus de force au chocolat, un trait de douceur d'olive. Maintenant, nous allons y placer le dessert au chocolat. Hop là. Une chose qui est très intéressante, c'est de voir le chocolat vivre. Et hop. Afin de voir si on a une bonne osmose dans ce plat. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est même très très bon. Alors, donc maintenant, on va essayer le dessert. Donc, le chocolat et l'olive.
très très bon. On a ce goût de cacao, ce goût de vanille apporté par l'olive, qui vient se faire couper par cette acidité, par le pamplemousse et l'amertume, et qui est rehaussé de la fleur de jasmin, c'est magnifique. Grâce à la passion de Christophe, Nicolas, Rémi, Huguette, Julien et de tous les autres, la Tanche, produit emblématique du patrimoine drômois, poursuit fièrement sa balade à travers le temps. Ils sont tous les brillants ambassadeurs de ce magnifique terroir. J'espère que notre balade vous a donné envie de déguster cette sublime olive de Nyons, la Tanche. En tout cas, moi, elle m'a ouvert l'appétit. À très très vite. C'est bon. Je vais tout manger.